Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité Aurore Berger, bonjour. Bonjour. Alors, à 9 mois de la présidentielle, seulement 9 mois, Marine Le Pen condamnée mais débarrassée de son inéligibilité impose donc sa candidature. Comment répondre à cette nouvelle donne qui lance véritablement la campagne ? Quelle stratégie, quel projet, quel candidat pour le socle gouvernemental ? Et puis, comment éviter surtout un second tour Le Pen-Mélenchon ? Dans ce contexte, 80 ans après la Shoah, l'antisémitisme renaît de ses cendres, renaît de nos cendres, ce qui vous a conduit à présenter jeudi en Conseil des ministres un projet de loi de cohésion républicaine par la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Alors comment faut-il comprendre que la plaie antisémite se rouvre du côté de la gauche, c'est-à-dire de LFI, mais aussi de l'islamosphère ? Au-delà, la violence serait-elle devenue un nouveau mal français ? Ça fera partie du débat de la présidentielle. Narcotrafic, violence urbaine, violence dans les stades, violence à l'école, violence contre les élus et au sein même du débat politique. Le vivre ensemble et la démocratie sont-ils en danger ? Mais pour commencer, l'actualité Aurore Berger, c'est la canicule. Toujours et encore. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui accusent le gouvernement de ne pas avoir été à la hauteur pour justement protéger les Français ? Déjà, je veux penser à toutes celles et ceux qui sont mobilisés sur la canicule depuis de nombreuses semaines désormais, les professionnels de santé qui tiennent nos hôpitaux et notre médecine de ville, nos pompiers qui sont quand même à pied d'œuvre, notamment au regard des feux de forêt extrêmement importants que nous avons. C'est 3500 pompiers qui risquent leur vie chaque jour pour nous protéger dans les territoires qui brûlent. Redire aussi ce qui peut maintenant apparaître peut-être comme une évidence, mais qui l'a pas toujours été, c'est la réalité du dérèglement climatique. C'est le fait que ce qui se produit ces derniers jours n'est plus une exception, mais va sans doute devenir une réalité qui progressivement peut s'imposer et qui, si nous n'avons pas les efforts nécessaires en termes d'adaptation, risque en effet de s'accentuer, de s'accélérer, de s'aggraver. D'où la question de la planification et la question de l'adaptation en matière écologique qui est absolument essentielle. C'est tout ce qu'on développe depuis 2017. Comment on garantit justement d'adapter notre industrie ? Comment on remise sur le nucléaire ? Comment on adapte notre industrie automobile ? Comment aussi on adapte nos bâtiments publics, singulièrement nos écoles, qui, vous le savez, dépendent des collectivités locales et territoriales. Donc oui, évidemment, il faut faire mieux. On voit qu'on a progressé. Regardez les EHPAD. C'est pas ce que disent vos détracteurs. Hein. Oui, mais les détracteurs, par principe, ne disent pas du bien de ceux qui sont au gouvernement. Mais par exemple, les écologistes... Regardez, encore une fois, les EHPAD, on parle des personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées. On a maintenant dans chaque EHPAD des îlots de fraîcheur, ce fait qu'on n'a pas constaté de surmortalité. Donc ça veut dire qu'il y a eu un effort qui a été réalisé, une adaptation qui est possible. Cette adaptation, il faut le faire partout, nous-mêmes individuellement, d'où ce qu'on a fait sur MaPrimeRénov', tout ce qu'on fait avec le Fonds vert. Et j'espère que tous ceux qui aujourd'hui hurlent à l'encontre du gouvernement seront au rendez-vous demain dans les discussions budgétaires, parce qu'à chaque fois, ils ont attaqué et à chaque fois, ils ont voté. Contre le Fonds vert, ils ont voté contre MaPrimeRénov'. On avance. Il y a une motion de censure déposée par les écologistes et la chef du groupe Cyril Châtelain à l'Assemblée contre le gouvernement, c'était lundi, pour dénoncer la gestion de la canicule. Elle a été rejetée. Qu'est-ce que vous comprenez à cette stratégie de EELV ? Une motion de censure donc soutenue par les EELV, par LFI et par une partie des socialistes menée par Olivier Faure. Écoutez, est-ce qu'il y a une nécessité d'adaptation face au dérèglement climatique ? Oui. Est-ce que pour autant le gouvernement est responsable du fait qu'il fasse très chaud, trop chaud et qu'il y ait une canicule dans notre pays ? La réponse est non. Et donc se dire que maintenant on a des motions de censure qui sont déposées, non pas à l'encontre de politiques publiques menées par le gouvernement, mais à l'encontre d'événements qui sont totalement étrangers à l'action du gouvernement, je trouve que c'est quand même assez étonnant, une forme de course à l'échalote entre les écologistes et la France insoumise, à celui qui déposera le plus de motions de censure. Or, ce sont des outils qui sont importants. On parle de la capacité du Parlement à contrôler l'action du gouvernement, à mettre en danger aussi le gouvernement, à le faire tomber. Justement, est-ce qu'on veut faire tomber le gouvernement maintenant, au moment où on parle, on y reviendra, d'une loi intégrale que réclament notamment les députés écologistes ? Est-ce qu'on veut que le Parlement s'arrête ? Est-ce qu'on veut recréer de l'instabilité dans le pays ? Ou est-ce qu'au contraire, on a besoin d'un peu de stabilité avant, de toute façon, un grand rendez-vous qui s'appelle la campagne présidentielle ? Alors, 2-3 questions pour conclure ce sujet, ce dossier. D'abord, est-ce qu'il faut un plan massif de climatisation, notamment pour les hôpitaux, les écoles et les EHPAD dont vous avez parlé ? C'est ce que propose le RN. Et puis, lié à cette question, les écologistes ne veulent pas vraiment entendre parler d'un plan de climatisation. La clim, c'est à gauche ou c'est à droite ? Non, mais il y a à la fois des mesures de bon sens. Ouais. Ce qu'on a fait dans les EHPAD, d'avoir des îlots de fraîcheur pour garantir que les personnes vulnérables soient protégées, c'est une nécessité. Dire qu'on sauvera tout le monde par la clim,
c'est une aberration. Donc il faut à un moment ni faire tout, ni faire rien. Et c'est ça un peu... C'est votre collègue Barbu qui a raison, Non, mais ce qu'elle dit... qui est effrayé par la clim. Mais il ne faut pas être La effrayé. clim de gauche ou de droite? Mais c'est ni de gauche ni de droite. Ouais. C'est de bon sens de se dire que les personnes les plus vulnérables doivent être protégées. Mmh. C'est de bon sens de dire qu'il faut adapter nos bureaux pour garantir de pouvoir y travailler. Et quelles que soient les conditions climatiques extérieures, c'est de bon ton surtout de créer des îlots de fraîcheur dans nos écoles, de végétaliser nos cours d'école. Ça n'est pas du gadget, c'est une nécessité. Nos enfants, ils peuvent pas en permanence être sur du béton ou quand il fait 40 degrés dehors, ils ont leurs pieds sur un béton qui lui est à 60 degrés et où à la fin on est obligé de fermer des écoles parce qu'on ne sait plus faire. Donc ça, c'est une adaptation qui est nécessaire. Quant au RN, qui parle quand même rarement des questions écologiques ou des questions climatiques, non, ils en ont parlé en faisant un chiffrage au doigt mouillé sur un plan clim en disant on va aider tous les Français à s'adapter, en disant bah non, il y aura une clim par foyer. Bon, bah, vous choisirez laquelle chambre de vos enfants sera protégée et celle qui ne le sera pas. Et en disant, bah, écoutez, ça coûte entre 1000, 2000 euros, multiplié par 20 millions de personnes. Bref, on en était à des sommes absolument délirantes. Ça, c'est de l'impréparation. Et quand on veut arriver au pouvoir, on peut pas arriver au pouvoir impréparé. Donc, on s'adapte face à un dérèglement climatique qui va perdurer parce que malheureusement, ces événements exceptionnels vont devenir de moins en moins exceptionnels, de sécheresse, de canicule, d'inondations comme on a eu dans le Pas-de-Calais. On adapte nos politiques publiques, mais on ne dit pas n'importe quoi. Alors justement, vous parliez du RN. On en vient donc à l'actualité politique. La Cour d'appel de Paris a permis mardi, à travers son jugement, à Marine Le Pen d'être candidate à la présidentielle. En clair, ce n'est pas la justice, mais ce sont les électeurs qui vont décider de l'avenir politique du pays. C'est une bonne chose ou pas ? Déjà, je rappelle une chose qui me semble importante dans un état de droit, c'est que Marine Le Pen a été reconnue coupable. Ouais. Elle a été reconnue coupable en première instance. Ça va peser sur elle tout au long de la campagne ? Mais je ne veux pas qu'on oublie le point de départ. Ouais. Le point de départ, c'est que deux juridictions, en première instance et en cour d'appel, l'ont reconnue coupable, elle et de nombreux cadres du Rassemblement national, l'ont condamnée à de la prison, de la détention, l'ont condamnée à une peine d'inéligibilité, l'ont condamnée à une peine aussi financière. Parce qu'il y a eu vraisemblablement un système de détournement massif de l'argent du Parlement européen, c'est-à-dire de l'argent des Français. De là, qu'est-ce que vous dites ? C'est-à-dire de l'argent des Français. Ouais. Moi, c'est ça que je veux dire aux Français. C'est que leur argent, l'argent de leurs impôts, a été détourné à des fins politiques et électorales par le Rassemblement national pendant des années pour créer un système. Donc ça, c'est le point de départ. Alors, laissez-moi vous poser une question. Après, la justice, en effet, a considéré que la peine d'inéligibilité avait déjà été purgée et donc elle pouvait être candidate. Et donc, elle a le droit d'aller jusqu'au bout des voies de recours avec la Cour de cassation parce que, contrairement à ce que le Rassemblement national dit souvent, nous sommes dans un état de droit. Et un état de droit qui permet d'avoir toutes les voies de recours. Et étonnamment, autant je les ai entendus hurler à l'encontre des magistrats de première instance, aux gens, je ne les entends pas critiquer la décision de justice. Donc on ne peut pas avoir comme ça des appréciations à géométrie variable ou à justice variable. L'institution judiciaire, elle est indépendante. Il y a une décision en première instance, puis en cour d'appel. Elle se pourvoit en cassation. En cassation, on verra si le jugement est confirmé, oui ou non. Et elle peut être candidate. À nous de la combattre, à nous surtout d'avoir une alternative. Marine Le Pen condamnée et candidate, c'est une anomalie démocratique ou pas ? Elle a la possibilité d'être candidate. Elle a la possibilité d'être candidate, elle l'est. Et dans un état de droit, on respecte les décisions de justice. Donc, je les respecte aussi en disant, elle a été reconnue coupable, elle est condamnée, mais la justice ne l'empêche pas d'être candidate. Elle peut l'être, elle se présente devant les Français, dont acte. Ce sont les Français qui auront le dernier mot, ce sont les Français qui choisiront et qui arbitreront. Qu'est-ce qui se passerait si la Cour de cassation confirmait la décision de la Cour d'appel en imposant le port d'un bracelet électronique à la candidate Le Pen ? C'est à la candidate qu'il faut poser la question. Ouais. Elle a décidé... Mais vous allez mener campagne là-dessus ou pas ? Sur sa condamnation ou pas ? Non, moi je rappelle juste les faits. Ouais. Mais surtout, je combats le Rassemblement national sur ses incohérences manifestes d'un point de vue économique, sur un Jordan Bardella qui dit vert un jour et une Marine Le Pen qui dit rouge le lendemain. Et ainsi... Oui, en même temps, elle annonce un binôme. Elle annonce qu'ils vont faire campagne ensemble, main dans la main. Donc du coup, c'est quel Rassemblement national qui fait campagne ? C'est le Rassemblement national populiste et populaire ? C'est le Rassemblement national qui veut draguer le monde économique ? Enfin, elle est plus dangereuse pour vous que Jordan Bardella ? Je n'en sais rien. Ouais. Moi, je crois que le Rassemblement national, que le visage soit celui de Marine Le Pen ou soit celui de Jordan Bardella, ne change pas. On peut changer la vitrine, mais ce qu'il y a à vendre à l'intérieur de la boutique, c'est la même chose. Et ce qu'il y a à vendre à l'intérieur de la boutique, c'est de l'incohérence en matière économique, c'est une absence de doctrine et de culture sur ces questions-là, ce qui fait que, main dans la main,
le Rassemblement national vote tout avec la France insoumise. Sur la réforme des retraites, sur l'assurance chômage, sur le droit du travail, sur la fiscalité, de manière systématique. D'ailleurs, ils votent les motions de censure ensemble, alors même que, soi-disant, ils ont des orientations politiques si différentes. On avance 9 ans après l'élection d'Emmanuel Macron, quand vous constatez que 2 de ses anciens premiers ministres, Édouard Philippe et Gabriel Attal, sont candidats l'un contre l'autre. Est-ce que vous pensez que la présidentielle est vraiment bien partie pour vous ? Pour le socle gouvernemental. Alors, déjà, je pense pour le socle macroniste, on va dire. Déjà, je pense que la présidentielle, elle a commencé à partir du moment où on connaît son adversaire. Ouais. Maintenant, nous connaissons notre adversaire, nous connaissons son visage. C'est Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national, et c'est elle qu'il va falloir réussir à combattre. Et une présidentielle, c'est pas uniquement un front du refus. Une présidentielle, ça peut pas être uniquement de faire campagne contre Marine Le Pen. Moi, je vous parle des 2 candidats Mais du moi, ce socle que je dis, macroniste. vous savez, ça fait des mois que je dis plusieurs choses. Un, que je n'ai pas honte d'avoir gouverné et de continuer à gouverner ce pays, que c'est un honneur et que nous servons le pays depuis 9 ans et qu'il y a des choses que nous avons réussies. Vous avez l'impression qu'eux, Édouard Philippe et Gabriel Attal, ils ont honte? Moi. Non, mais est-ce que vous avez l'impression qu'eux, ils ont honte? Je parle pour moi. Je sens que certains ont la tentation, je trouve, un peu rapide de vouloir tourner la page, sauf qu'ils oublient et qu'ils ont gouverné. Certains... Les Français ne l'oublient pas. les choses. Édouard Philippe et Gabriel Attal. Mais peu importe. Non, si, c'est important. Mais encore une fois, les Français, eux, ils sont lucides. Les Français, ça fait maintenant 9 ans qui nous voient gouverner. Qui nous voient gouverner sous les gouvernements d'Édouard Philippe, de Jean Castex, d'Elisabeth Borne, de Gabriel Attal, de François Bayrou, de Sébastien Lecornu et de Michel Barnier même pour les LR. Donc ça veut dire qu'ils nous voient gouverner et gouverner ensemble. Et donc aujourd'hui, ce qui interpelle les Français, c'est quoi ? C'est qu'il n'y ait pas une capacité à avoir une candidature unique. Moi, j'ai plaidé et je continue à plaider, vous le savez, pour l'idée d'une primaire. Pourquoi ? Parce que là, on se retrouve dans une primaire qui ne dit pas son nom, qui se fait à coup de sondage, alors que les sondages n'ont pas vocation à départager des candidats. Les sondages, c'est une photographie d'un moment. Et en plus, on ne sait pas la date butoir. Quand est-ce qu'à un moment, tout le monde sera en capacité de s'aligner ? Édouard Philippe et Gabriel Attal, fin d'année, début d'année prochaine. Oui, c'est trop tard ou pas ? Écoutez, je crois qu'une campagne présidentielle, c'est mieux quand on connaît le candidat ou la candidate à l'automne ou fin de l'automne, ou en tout cas avant la fin de l'année. Alors comment vous envisagez cette primaire dont vous parlez ? Moi, ce que je dis depuis le début, c'est qu'encore une fois, les Français nous voient gouverner ensemble, le centre et la droite. Ils attendent, à mon avis, des politiques très claires sur les valeurs, claires sur les questions d'identité. Ils ont les mêmes valeurs d'ailleurs, les deux, Attal et Philippe. Ça, c'est à eux qu'il faut poser la question. Moi, je ne suis pas leur porte-parole. Moi, je ne suis pas leur porte-parole. Moi, je suis ministre du gouvernement. Et moi, j'ai des choses à défendre et surtout, j'ai des choses à faire. Au passage, à un moment, vous avez dit « je suis candidate ». Je n'ai jamais dit « je suis candidate ». J'ai toujours dit que je prendrais toute ma part dans l'élection présidentielle et que je m'exprimerai sur l'élection présidentielle au moment venu. Moi, pour l'instant, je suis membre du gouvernement. D'accord. Et membre du gouvernement avec, je crois, des choses à défendre et surtout des choses à faire. On va parler de votre projet de loi. Des choses à faire. On poursuit. Jean-François Copé, il se dit inquiet sur le risque de la multiplicité des candidats à droite qui pourrait conduire à un second tour Mélenchon-RN, Le Pen, un second tour, mais Mélenchon-Le Pen. Est-ce que vous partagez cette crainte ? Et puis Copé dit aussi, est-ce que l'on peut tomber dans le piège mortel d'être gouverné par des populistes, c'est-à-dire LFI et RN ? Est-ce que c'est une question légitime ou pas ? C'est une question légitime et je crois que les Français méritent mieux. Je crois que les Français méritent mieux qu'un duel entre le Rassemblement national et la France insoumise. Et je crois que ça dirait quelque chose de terrible de notre pays. Mais donc il y a un risque. De se dire que... oui, il y a un risque. Il y a un risque quand on regarde les sondages. Il y a un risque qui est qu'eux ont des projets clairement définis, qui donnent une direction et que nous, notre responsabilité, c'est d'incarner aussi une espérance. On ne peut pas mener une campagne présidentielle sans incarner une direction, une vision, une espérance et sans une clarté sur les valeurs. Alors, il y a des valeurs qui, pour moi, sont déterminantes. Comment on continue à fabriquer des républicains dans notre pays ? Comment on reconstitue aussi ce socle de valeurs essentielles dès l'école ? Parce qu'on voit bien le délitement qui, malheureusement, existe sur un certain nombre de valeurs qui sont cardinales et qui sont des repères dans notre pays. Comment, dans les combats qui sont les miens, on se dit que la République est la réponse et que la République est au niveau pour apporter cette réponse-là sur les insécurités au sens large que peuvent vivre, ressentir, subir les Français. Je crois qu'on a besoin de cette clarté et que les Français attendent cette clarté. Donc les Français, ils attendent quoi ? Ils attendent d'abord un projet. Ils attendent qu'on les respecte. Ils attendent qu'on parle de... Projet. Si vous avez 2 candidats du socle macroniste, c'est compliqué de savoir quel est le projet. C'est pour ça que j'ai dit que je souhaitais qu'on puisse départager les candidats et candidates et qu'on puisse avoir une primaire. A priori, ils ne vous écouteront pas. On verra bien.
On verra bien. Sinon, c'est la catastrophe. Écoutez, en tout cas, je ne vois pas bien quel est l'autre système de départage. C'est qu'à la fin, on enferme tout le monde dans la même pièce et puis on n'en sort pas vivant tant qu'on n'a pas une fumée blanche. Mais donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que concrètement, on va enfermer les gens dans la même pièce et se dire si on n'en sort pas vivant tant qu'il n'y a pas un candidat qui a été auto-désigné. Mais le risque, c'est que peut-être, ce moment-là, il ne se produise pas ou qu'il se produise trop tard. Là où on a, depuis le 7 juillet, une candidate pour le Rassemblement national, là où depuis de nombreuses semaines, on a un candidat pour la France insoumise, nous, on a besoin d'avoir à un moment une démonstration qui est une démonstration d'envie, de force, d'espérance et une vision claire et du rassemblement. Vous parlez beaucoup de LFI et du RN. Est-ce que vous mettez un signe égal entre les deux? Je crois que ce sont deux dangers pour le pays. Mais un signe égal ou pas? Oui, moi, vous savez... Mais comment vous le dites? Oui, quoi? Moi, j'ai été très claire, notamment au moment des élections législatives en 2024. J'ai toujours dit qu'on ne combattait pas le Rassemblement national en mettant un bulletin de vote LFI dans l'urne. Donc moi, je considère... Et est-ce que vous combattez LFI en mettant un bulletin Rassemblement national dans l'urne? Mais inversement, non, évidemment. Évidemment, on ne combat pas le RN avec un bulletin LFI. Second tour, Mélenchon-Le Pen, et on ne combat pas LFI avec un bulletin RN. Second tour, on fait en sorte que quoi? ce second tour n'existe pas. Mais non, moi, je ne répondrai pas à cette question parce que ça ne se produira pas si on s'en donne les moyens. Si par contre, on est fataliste, si par contre, on n'est pas capable, pour pas dire pas foutu, de se rassembler, de se réunir et d'avoir un projet clair pour le pays, alors on sera responsable. On sera responsable de laisser le pays avec comme seul choix de second tour LFI ou RN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sans doute une élection du Rassemblement national. Ça veut dire quoi ensuite, le lendemain? Guerre civile dans les rues, une majorité du Rassemblement national, une dégringolade de la note de la France, d'attractivité de notre pays. C'est ça qu'on veut réellement? Non, je crois qu'on mérite mieux, je crois que les Français méritent mieux. Mais par contre, c'est à nous d'être au niveau. C'est à nous d'être à la hauteur. Alors, c'est à vous d'être au niveau. Vous connaissez Édouard Philippe et Gabriel Attal. Oui. Vous avez travaillé avec eux. Mais j'ai de l'estime pour eux-mêmes. Vous choisissez qui entre les deux? Mais moi, je l'ai dit et je vous le redis, je m'exprimerai sur l'élection présidentielle en temps voulu. Mais il y en a qui l'ont déjà, fait. Mais leur choix. Chacun a le droit, chacun est libre. Ouais. Chacun est libre. Moi, j'appartiens à un gouvernement. Parce que j'avais l'impression que vous étiez plutôt du côté d'Édouard Philippe, c'est faux? J'appartiens à un gouvernement. Ouais. Il se trouve qu'il y a plusieurs projets de loi que je pilote avec la confiance du Premier ministre. Il ne vous a pas échappé que le Premier ministre lui-même travaille, œuvre. Bref, on est au travail pour les Français. On est au travail pour les Français et je me déciderai et je m'exprimerai en temps voulu. Mais d'ici là, je bosse et je veux des résultats pour les Français. Et vous voulez que le choix du candidat du socle macroniste soit fait rapidement? Du socle commun même, de la droite et du centre. Donc de Retailleau à je qui? pense, c'est-à-dire Modem, Renaissance, Horizon, l'UDI, les Républicains. C'est-à-dire celles et ceux qui gouvernent ensemble depuis maintenant presque 2 ans. Et ceux qui ont réussi à s'unir au moment des municipales, parce que là où on a été unis, on a gagné. Là où on a été désunis, on a perdu. C'est une règle assez basique de la vie politique. Au passage, la candidature de Ségolène Royal à la primaire socialiste, ça vous inspire quoi? Elle a le droit évidemment de se présenter. J'ai pas d'autres commentaires à faire. Chacun réglera et choisira son candidat. Vous avez des bons souvenirs de sa campagne de 2007 ou pas? En tout cas, je sais que la campagne de 2007 a été une campagne qui a enthousiasmé les Français. Des deux côtés, Sarkozy Moi, Royal. j'ai fait la campagne Nicolas Sarkozy. Je suis fière d'avoir fait la campagne Nicolas Sarkozy en 2007 et en 2012 d'ailleurs. Mais 2007, c'est vrai qu'il y avait une campagne d'espérance. D'espérance par plusieurs candidats qui portaient cette forme de renouveau, de renaissance et d'espoir. C'est ça qu'on doit retrouver. Ça fait des années que les Français en ont marre. Vous avez envie que 2027 ressemble à 2007 ? Mais même 2017, on a réussi, grâce à Emmanuel Macron, à avoir une campagne qui est une campagne de renouvellement, qui était une campagne d'espérance. Les Français, ils ne doivent pas voter par dépit, ils ne doivent pas voter par dégoût, ils ne doivent pas voter par désespérance. Ils doivent voter parce qu'ils se disent que les hommes et les femmes politiques sont puissants dans leur capacité à changer leur quotidien, puissants à agir contre leurs insécurités, puissants à tenir la ligne de la République. C'est ça, à mon avis, qu'on doit retrouver. C'est une vision, c'est un projet, c'est une espérance et c'est l'union. Et d'ailleurs, concernant Nicolas Sarkozy, quand vous voyez que son affaire a l'air d'évoluer au niveau européen, qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, il a fait un pourvoi devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il a évidemment son droit de le faire. recours devant la CEDH a été accepté. A été accepté. Donc on verra ensuite ce que la Cour européenne des droits de l'homme dira. C'est une bonne chose ou pas ? Moi, je me prononce jamais sur des décisions de justice du gouvernement. Oui, bien sûr. Je ne vais pas renier qui je suis et d'où je viens. Je ne l'ai jamais fait. Et donc aujourd'hui, jamais rien renié. Et aujourd'hui, vous dites si ça aboutissait sur un non-lieu, ça serait bien ?
Mais je n'ai pas à me prononcer sur une décision de justice ou à espérer une décision de justice. Alors, on poursuit. Jean-Luc Mélenchon dénonce avec LFI ce qu'il appelle le permis de tuer XXL, donné aux policiers et aux gendarmes à travers la loi sur la justice criminelle portée par votre collègue de la justice Gérald Darmanin, qui a été définitivement adoptée jeudi. LFI, elle exige, avec pétition à l'appui, le retrait immédiat et un débat d'annulation lancé par votre pétition à l'Assemblée. Et vous en pensez quoi ? Alors, c'est pas sur ce projet de loi que LFI s'est exprimé. LFI s'est exprimé sur une proposition de loi portée par les Républicains, qui est portée par Laurent Nunez, sur la question de la légitime défense des forces de l'ordre. Ce qui est important à savoir, en 2025, 21 000 policiers et gendarmes ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Donc c'est ça le chiffre qu'il faut retenir. 21 000 policiers et gendarmes blessés dans l'exercice de leurs fonctions l'année dernière. Ce qui veut dire que quand Jean-Luc Mélenchon dénonce qu'il appelle le permis de tuer XXL donné aux policiers et aux gendarmes, vous répondez quoi ? Je dis que c'est indigne parce que 21 000 policiers et gendarmes en 2025 ont été blessés. Et parce que nous, c'est-à-dire l'État, nous devons à nos forces de l'ordre reconnaissance et confiance. Ce que fait cette proposition de loi, c'est quoi ? C'est dire que nous savons que nos policiers et nos gendarmes sont particulièrement bien formés, qu'ils sont particulièrement compétents, qu'il n'y a pas un policier ou gendarme qui sorte son arme par plaisir, que le fait de sortir son arme, justement, est particulièrement encadré, qu'il n'y a pas un corps qui soit plus contrôlé que nos policiers et nos gendarmes. Et donc, on veut en effet leur faire confiance et ne pas se retrouver dans la situation où on a d'abord une défiance à l'égard de nos policiers et de nos gendarmes. Et alors, au passage, en première ligne pour protester contre cette proposition de loi, dans un rassemblement aux Invalides, c'était mardi, le député insoumis Fichier S, Raphaël Arnaud, qui a été fondateur de la Jeune Garde. Vous savez ce que c'est, la Jeune Garde ? Oui, c'est un mouvement que nous avons dissous. C'est un mouvement que le gouvernement a dissous parce que c'est un mouvement dangereux. Et dont 2 de ses membres, qui furent les attachés parlementaires de Raphaël Arnaud, sont en prison pour avoir participé au meurtre le 12 février dernier à Lyon de Quentin Derenque. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, quand c'est M. Raphaël Arnaud qui nous donne des leçons d'état de droit, je crois que c'est particulièrement indigne. Pourquoi ? On parle d'un parlementaire qui est fiché S, d'un parlementaire qui a participé à un mouvement qui est un mouvement radical, dangereux, qui a même été dissous par l'État, par le gouvernement, en Conseil des ministres au regard de la dangerosité de ce mouvement-là, qui a continué pourtant à le défendre et dont plusieurs de ses collaborateurs parlementaires, vraisemblablement, et la justice statuera, ont été au cœur d'un assassinat, puisque de facto, il y a eu un acharnement à l'encontre de ce jeune homme, dont je ne partage pas les idées, mais qui ne justifie en rien qu'il soit attaqué au point qu'il en soit mort. Mais alors, le fait que Raphaël Arnaud, donc... Mais parce que c'est la stratégie en permanence de la France insoumise. La France insoumise aime mettre des cibles dans le dos. C'est-à-dire ? La France insoumise aime mettre des cibles dans le dos aux Français juifs. La France insoumise aime mettre des cibles dans le dos à nos policiers et nos gendarmes. Elle le fait aussi avec des journalistes. Elle le fait aussi avec des artistes. Et donc, je pense qu'il ne faut pas être dupe de cette stratégie électorale, c'est-à-dire cette volonté permanente de conflictualisation, d'hystérisation du débat public, de radicalisation, qui à la fin fracture notre société. Ça veut dire que LFI a une lourde responsabilité dans la violence ambiante qui mine la société française ? On ne peut pas s'habituer à la violence. On voit qu'on a aujourd'hui une forme de désinhibition dans le recours à la violence, avec des victimes qui sont de plus en plus jeunes, mais aussi des auteurs de ces violences qui sont de plus en plus jeunes. C'est pour ça que d'ailleurs le cœur du campagne, du projet présidentiel doit être tourné vers cette jeunesse et la manière avec laquelle on doit être en soutien, en accompagnement est très clair là aussi sur les valeurs. Il y a les violences urbaines, violence dans les stades, violence à l'école, violence contre les élus au sein même du débat politique, et violence du fait du narcotrafic. Tout cela est lié ? Il y a malheureusement beaucoup de violences qui existent dans notre société. J'ajouterais ce qui pour moi est la première malheureusement des violences, qui sont les violences que nos enfants subissent, que les femmes subissent. Pas qu'à l'école. Vous savez, les violences que nos enfants subissent, elles les subissent d'abord au sein des foyers, au sein des familles. Et c'est ça qu'il faut que chacun mesure. Quand on parle des insécurités, c'est aussi celle-là. C'est-à-dire que les lieux qui devraient être les plus protecteurs sont malheureusement aussi les lieux où il y a le plus d'expression de la violence. Donc on ne doit jamais s'habituer à la violence, d'où qu'elle vienne et à l'encontre de qui que ce soit. Et malheureusement, on voit bien dans le débat public qu'on légitimerait une violence qui pourrait ou pas exister. Encore une fois, cette loi, elle ne vient pas changer ou dénaturer l'état de droit. Cette loi, elle vient juste
réaffirmer à nos policiers, à nos gendarmes que nous avons confiance en eux. Parce que nous savons les former, parce que nous savons les former, parce que nous savons les contrôler et parce que nous savons que ce sont des femmes et des hommes qui s'engagent avec courage et avec dignité, qui partent le matin sans parfois savoir s'ils reviendront le soir. 5 policiers tués en 2025 qui interviennent. Moi, je ne peux pas faire le métier qui est le mien, la mission qui est la mienne en tant que ministre de l'égalité et de lutte contre les violences, si j'ai pas les policiers et les gendarmes qui interviennent, qui prennent les plaintes, qui recueillent, qui accompagnent les victimes. C'est ça leur quotidien. Et donc, moi, oui, j'ai confiance dans ma police et j'ai confiance dans la gendarmerie parce que j'ai confiance dans les femmes et dans les hommes qui exercent ces missions essentielles. Alors, on en vient à votre domaine de compétences ministérielles. Une statue dédiée au capitaine Alfred Dreyfus a donc été inaugurée ce dimanche 12 juillet par Emmanuel Macron devant l'ancien palais de justice sur l'île de la Cité. 12 juillet, date anniversaire de sa réhabilitation par la Cour de cassation en 1906. Et pourtant, 120 ans après, c'est là qui nous conduit à parler de votre domaine de compétences, l'antisémitisme renaît de ses cendres, des cendres de l'antisémitisme, des cendres du capitaine Dreyfus, de nos cendres. Et ça, c'est en lien avec la Shoah. En quoi le projet de loi contre le racisme et l'antisémitisme que vous avez présenté donc jeudi en Conseil des ministres est une réponse à ce que les Juifs français vivent depuis le 7 octobre. Déjà, je crois que l'hommage à Dreyfus était un moment important, un moment là aussi de cohésion républicaine, un moment d'union, un moment aussi qui doit nous faire réfléchir sur le moment que nous sommes en train de vivre. Parce que ce que rappelle l'affaire Dreyfus, c'est que la vérité, elle est jamais évidente à faire éclore. Et qu'il aura fallu tenir longtemps sur les valeurs pour que la vérité, à un moment, enfin surgisse et s'impose dans le débat public et que cette réhabilitation puisse être possible. Et on précise les choses, au moment de l'affaire Dreyfus, c'est à ce moment-là que la gauche a montré, a joint les rangs de la lutte contre l'antisémitisme. Heureusement pas toute la gauche, et on est sur une époque bien différente, et de grands intellectuels, évidemment, on s'en souvient, Zola, qui ont été en capacité de tenir justement et de tenir la ligne, de tenir la République, de tenir ce combat pour la vérité. Parce que finalement, le seul reproche qui a été fait à Dreyfus, c'est qu'il était juif. Et c'est parce qu'il était juif que certains ont considéré qu'il était donc un traître à la nation et que par principe, il ne pouvait pas défendre la République, alors même que toute l'histoire de la famille Dreyfus, avant même la sienne, était un choix, pour la France. Et votre projet de loi ? Le projet de loi, il dit quoi ? Il est parti des victimes. Moi, c'était mon objectif. Qu'est-ce qu'aujourd'hui votre objectif, et puis c'est un projet de loi qui a été là aussi pour corriger la proposition de loi Yadan. Il y avait une proposition de loi, en effet, en amont, qui était portée par Caroline Yadan, qui est très courageuse. Et puis le groupe Ensemble pour la République a fait le choix de retirer cette proposition de loi. Et immédiatement, avec le Premier ministre, nous avons dit que nous ferions un projet de loi, parce qu'il était hors de question déjà de laisser un doute planer sur l'intention qui était celle du gouvernement d'agir et d'agir clairement et fermement. Et puis parce que malheureusement, il faut bien le reconnaître, depuis le 7 octobre 2023, et je me suis déjà et souvent exprimée sur ce sujet et surtout beaucoup agi sur ce sujet, on a une recrudescence massive d'antisémitisme. Ça, il y a une décrue, il faut le voir, mais la décrue ne permet pas d'atteindre les chiffres que nous avions avant le 7 octobre. Et au-delà de l'antisémitisme, on a une permanence du racisme aussi, avec 3 homicides racistes en 2025. Donc mon point de départ, et ce sur quoi j'ai travaillé avec les associations en particulier, celles qui accompagnent les victimes, c'est de partir de ce que les victimes subissent. Donc c'est là où on a changé la loi. Comment on l'a changé ? Aujourd'hui, on a trop de victimes qui renoncent à porter plainte. Elles renoncent à porter plainte parce qu'elles ont peur des représailles, puis parce qu'elles se disent que ça ne changera pas grand-chose. Donc, on va permettre à toutes les associations de lutte contre l'antisémitisme et le racisme de se constituer partie civile auprès des plaignants. Pourquoi ? Pour les accompagner, pour les soutenir pendant la procédure, parce que c'était pas le cas aujourd'hui. 2, on a tout cet antisémitisme du quotidien, d'atmosphère comme du racisme, qui aujourd'hui n'était pas pris en compte. C'est-à-dire que tout ce qui relevait d'une amende ou d'une contravention, un crachat, un tag, pouvait pas avoir la circonstance aggravante d'antisémitisme ou racisme. En clair, c'est comme si ça n'existait pas. Oui, mais c'est essentiel. Oui. C'est essentiel parce que se dire qu'en fait, il n'y a pas de petites infractions quand on parle d'antisémitisme et de racisme, et qu'à chaque fois qu'il y a un mobile antisémite ou raciste, ça doit être requis, et que du coup, la sanction, elle doit être aggravée de ce fait-là, c'est aussi extrêmement clair. Est-ce que vous avez bon espoir que cette loi puisse être votée avant la fin de la législature ? Évidemment, c'est notre objectif, elle le sera. Objectif, mais c'est elle certain. Le sera. Elle le sera. Elle le sera parce que j'ai confiance dans la République, elle le sera parce que je crois que les forces politiques ont intérêt
intérêt à avoir comme objectif l'union plutôt que la fracture. Et se dire que justement, quelques mois avant la campagne présidentielle, quelques mois avant qu'une nouvelle présidente de la République soit élue, on puisse ensemble porter un texte, porter une réforme qui dise clairement aux Français, sans ambiguïté, qu'il n'y a pas de Français de seconde zone, que jamais nous n'accepterons que la haine puisse proliférer, que jamais nous n'accepterons que des Français pensent qu'ils n'ont plus leur place en France, dans notre pays, dans leur pays, alors je crois que c'est un signal extrêmement important que nous réussirons à envoyer. Je ne sais pas si vous avez passé cette déclaration, enfin ces propos de Jean-Luc Mélenchon sur X, c'était jeudi, le macronisme se pétainiste bling-bling. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, en vérité, Bah, de mélanger pétain et bling-bling. Bah oui, ça veut dire je ça. sais qu'en tout cas, je ne suis ni bling-bling et encore moins pétainiste. Je sais en tout cas, moi, que j'ai une boussole qui a toujours été la même, qui est la République. Et que j'en ai jamais varié, que j'en varierai jamais. L'antisémitisme n'a jamais disparu, mais après Auschwitz, il est devenu honteux. Honteux, Aurore Berger. Et ce que l'on constate depuis le pogrom du Hamas du 7 octobre, c'est qu'il revient de manière décomplexée, parée de vertu, sous couvert d'antisionisme du côté de LFI. Est-ce juste qu'à travers votre projet de loi, vous avez LFI dans le viseur et dans le collimateur ? Moi, j'ai dans le viseur et dans le collimateur ceux qui ont un problème avec la République. Mais est-ce qu'ils j'ai ont dans le un viseur problème et dans avec le la République ? collimateur ceux qui considèrent qu'il faut essentialiser les Français. Ceux qui considèrent que parce qu'on serait juif, on serait responsable de la situation géopolitique, donc de la situation humanitaire à Gaza. Et donc, je finis, c'est important. Ouais. Et donc, on devrait en répondre ici en France. J'ai dans le viseur ceux qui continuent à dire qu'il y a des Français de papier, qu'on continue à parler de Français issus de l'immigration au bout de la 3e, 4e ou 5e génération. LFI, de l'autre le RN, ça que vous dites. Je considère en tout cas que nous avons la nécessité, avec l'ensemble des partis politiques, de clarifier, que chacun clarifie. Ce projet de loi, ce texte, il permet à tous les partis politiques de se positionner et de clarifier. Est-ce que, oui ou non, ils reconnaissent la recrudescence de l'antisémitisme ? Est-ce que, oui ou non, ils reconnaissent qu'il y a encore un problème avec le racisme ? Est-ce que, oui ou non, ils sont prêts à ce qu'on se dote de tous les moyens nécessaires au regard des besoins qui, malheureusement, continuent ? Oui ou non. Et ça se verra de manière très transparente devant les Français dans le débat parlementaire. Il apparaît peu probable que les filles votent votre projet de loi. Vous verrez. Le RN, on ne sait pas. Vous verrez. Moi, je pense que ce projet de loi, il peut être adopté à l'unanimité. Est-ce que vous dites toujours, l'antisémitisme se résume en 3 mots, vous l'aviez dit, LFI. Alors, déjà, moi, j'espère que ce texte sera adopté à l'unanimité. Non, mais vous m'avez dit deux choses. C'est peu probable que l'un ou l'autre. J'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que l'examen du projet de loi, il va commencer au mois d'octobre au Sénat et que je ferai tout pour garantir que ce texte soit adopté, soit efficace et soit adopté dans un esprit de concorde républicaine pour que justement l'antisémitisme et le racisme ne soient pas les otages de la campagne présidentielle et donc que les Français ne soient pas les otages de la campagne présidentielle, mais qu'au contraire, on envoie un message extrêmement puissant, extrêmement clair d'unité et de concorde. Et donc oui, j'espère que toutes les formations politiques voteront clairement ce texte. Et après, moi j'ai toujours affirmé, je crois clairement les choses à votre micro et hors micro, qui était de dire que malheureusement, dans la recrudescence d'antisémitisme que nous avions à constater, certains avaient mis du carburant supplémentaire, mais que LFI avait attisé cette nouvelle forme d'antisémitisme. Avait et attise cette nouvelle forme d'antisémitisme qu'est l'antisionisme. Parce que caché derrière le paravent prétendument confortable de l'antisionisme, on peut être plus facilement antisémite malheureusement dans notre pays. Et vous dites toujours, LFI, que l'antisémitisme... Que le nouvel antisémitisme, que les nouvelles formes d'antisémitisme, oui, LFI les attise, je l'ai toujours dit, je continue de le dire. L'antisémitisme se résume en 3 lettres, LFI. Oui, je l'ai dit, je le maintiens, le nouvel antisémitisme, oui, LFI en a une responsabilité qui est une responsabilité accablante et écrasante. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est temps que tout le monde se remette droit. Et se remettre droit dans la République. Et se remettre droit dans la République, c'est combattre dans le même mouvement l'antisémitisme et le racisme. Et c'est donc s'engager dans ce débat parlementaire en garantissant que ce soit un débat de cohésion. Et on va préciser les choses, on est ici à Radio J. Ici, pour nous, tous les racistes sont à combattre de la même manière. Je sais bien. Que ce soit le racisme anti-musulman, anti-personnes de couleur, anti-personnes d'origine d'Asie ou antisémitisme. Je sais bien qu'il n'y a jamais eu ici une quelconque hiérarchie, parce que justement, c'est la force de notre République, c'est la force d'une République universaliste, c'est qu'elle trie pas les haines, elle hiérarchise pas les haines, elle les combat toutes, parce qu'elle sait qu'à la fin, de toute façon, quand on cible l'un, on finit toujours par cibler l'autre. Le député LFI, Aurélien Saint-Toul, demande à l'ARCOM de réexaminer le statut
de signaleurs de confiance accordés au CRIF en mettant en cause les liens entre le CRIF et le média Léon. Donc c'est une déclaration après la polémique provoquée par la diffusion à l'antenne de France Culture par Guillaume Erner d'un montage de Léon faisant un parallèle entre les propos de Jean-Marie Le Pen sur les Juifs et les déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de Saint-Oul ? Est-ce que vous souhaitez que l'Arcom y réponde favorablement ? L'Arcom est une autorité indépendante, donc c'est pas à moi de dire ce qu'elle a à faire. Ce que je sais, c'est que le CRIF est un partenaire essentiel pour l'État et un partenaire de confiance. Ce que je sais, c'est que cibler le CRIF, c'est jamais innocent. Et c'est jamais anodin. Justement, c'est jamais innocent, jamais anodin. Écoutez, quand vous ciblez, dans les signaleurs de confiance, il y a énormément d'associations dans des domaines très différents. Là, il y a uniquement le CRIF qui est visé. Pourquoi ? Parce que Parce que c'est une institution juive. Je pose la question. Mais est-ce que ça veut dire que la question. Moi, ça m'interpelle que le CRIF soit la seule organisation ciblée par ce député de la France Insoumise, alors qu'il y a beaucoup d'associations qui sont des signaleurs de confiance. Et vous savez quoi ? Moi, j'ai mis autour de la table justement toutes les associations qui relèvent de mon ministère pour renforcer justement le rôle des signaleurs de confiance. Parce que signaleurs de confiance, c'est quoi ? C'est de dire qu'on doit lutter contre la haine, singulièrement contre la haine en ligne. Signaleurs de confiance, c'est quoi ? Ça permet aux associations qui bénéficient de ce statut de bénéficier d'un canal prioritaire auprès des plateformes pour signaler des contenus relevant notamment de l'antisémitisme et de la haine en ligne. Exactement. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, vous dites, je pose la question, est-ce que c'est parce que c'est une association juive ? Ça veut dire qu'il y a de l'antisémitisme derrière ? Non mais, attendez. Moi, je pose la question. Ça m'interpelle. Ça m'interpelle de me dire que dans toutes les associations qui sont des signaleurs de confiance auprès de l'Arcom, il y a une seule association qui est ciblée par ce député de la France Insoumise. Donc, à un moment, j'aimerais quand même qu'il clarifie pourquoi le CRIF est ciblé. Le CRIF a toujours été un partenaire de l'État, un partenaire exigeant, un partenaire avec lequel il peut y avoir des désaccords. Mais quels qu'aient été les gouvernements, de droite comme de gauche ou du centre, le CRIF a toujours été un partenaire de confiance. Et tant mieux. Parce que malheureusement, nous avons une persistance de l'antisémitisme qui justifie qu'on ait des partenaires de la même manière qu'on a des partenaires avec la LICRA, avec SOS Racisme, avec des associations qui sont importantes et qui font un travail aussi d'alerte, de signaleurs, de confiance, de lanceurs d'alerte sur un certain nombre de sujets. Et donc, évidemment, je le redis ici, Yonatan Arfi a toute mon estime et tout mon respect. Le CRIF est un partenaire essentiel pour nous. Et je redis aussi que dans cette polémique concernant Guillaume Erner, il a reconnu une erreur, ce qui arrive, et donc le contenu a été retiré. 2, ça ne justifie en aucun cas qu'il fasse l'objet d'une telle campagne de harcèlement et d'une campagne à caractère antisémite quand je vois le volume de tweets qu'il a à subir sur les réseaux sociaux. Les journalistes ne doivent pas être intimidés dans une démocratie. Comme c'est le cas pour de nombreux journalistes depuis le 7 octobre, notamment quand ils sont juifs. Les journalistes n'ont pas à être ramenés à leur identité, à leur origine réelle ou supposée. Les journalistes font leur métier. On peut avoir après des désaccords, c'est autre chose. Ça s'appelle le débat démocratique. Mais les journalistes, dans un état de droit, dans une démocratie, n'ont pas à être intimidés, n'ont pas à être harcelés. Et ça, tout le monde, quand même, devrait être en capacité de le dire, quels que soient d'ailleurs les médias. Jean-Luc Mélenchon qui veut écrire une nouvelle page de l'histoire de France, et il a fait de la Nouvelle-France raciser le cœur de sa stratégie présidentielle. Que voyez-vous derrière cette stratégie politique racialiste de LFI avec le nouveau maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, en tête de gondole ? En fait, moi, ce qui m'interpelle, et surtout quand on vient d'un parti de gauche, c'est cette essentialisation permanente des personnes. Pourquoi ramener en permanence des Français à leur origine, à leur couleur de peau ? Ce sont des Français. Donc à un moment, il faut quand même qu'on se sorte de ça. Stratégie la question, c'est que raciste moi, je vois des citoyens français. Ouais. Je vois pas des hommes qui seraient noirs ou autres. Je vois des citoyens français qui ont des droits, qui ont des devoirs, qui ont des libertés. Enfin, je ne comprends pas qu'en permanence, la gauche a toujours porté normalement ce combat, qui était un combat pour l'émancipation, et c'est l'inverse que Jean-Luc Mélenchon fait. Il essaye d'instiller le doute auprès d'un certain nombre de nos compatriotes, qui est de dire « vous ne serez jamais vraiment les bienvenus ici, la France ne vous aime pas, vous êtes dans un État qui est un État raciste ». Non, la France n'est pas un État raciste. Est-ce qu'il y a du racisme ? Oui, et il est combattu. Et il est combattu au plus haut niveau de l'État. En revanche, la France n'est pas un pays raciste. Les Français ne sont pas des racistes, pas plus qu'ils ne sont antisémites, même s'il y a de l'antisémitisme. Et donc, c'est cette confusion permanente que Jean-Luc Mélenchon essaye de faire et qui est absolument insupportable. Donc moi, je dis aux Français et à tous les Français qu'il n'y a pas de hiérarchie, qu'il n'y a pas plusieurs catégories de Français et qu'ils n'ont pas à être en permanence ramenés à une partie d'eux-mêmes, de leur identité ou de leur origine. Ils sont pleinement français, point barre. Et c'est pas la nouvelle France ou la vieille France,
c'est la France. Et c'est ça qu'on Donc, doit alors, la réussir à question que je vous défendre. posais, c'est une stratégie racialiste ou raciste? Je ne sais pas répondre. Je pense que c'est une stratégie qui est, en tout cas, instille le doute et essaye de dire à certaines catégories de Français, je suis le seul en capacité de vous défendre parce que les autres ne veulent pas de vous. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Le combat que nous menons contre toutes les formes de discrimination, le combat que nous menons contre le racisme, le combat qu'on mène par l'inclusion, par le travail, c'est ça le vrai combat d'émancipation qui devrait être le nôtre. C'est pas d'espérer que les gens aillent moins bien, c'est pas espérer que les gens soient discriminés et de les laisser dans un état où ils se sentent relégués. C'est au contraire garantir à tous les mêmes droits, garantir à tous les mêmes libertés, les mêmes capacités, et puis après, chacun se démarque en fonction de son travail, de ses compétences. C'est ça la République Alors, française. vous avez dit il y a quelques minutes que l'antisionisme était une forme d'antisémitisme. C'est au centre de la stratégie de LFI qui tient, dans ce slogan de Rima Hassan, une Palestine de la mer au Jourdain, qui acte ainsi la volonté de détruire, d'éradiquer l'État d'Israël et sa population juive, avec apologie du terrorisme de la part du Rima Hassan, y compris des terroristes de l'armée rouge japonaise des années 70. De quoi est-elle le nom, Rima Hassan? De quoi LFI est-il le nom? On l'a dit, LFI a fait un choix d'une stratégie électorale. Quand ça arrive une fois, on peut se dire que c'est une maladresse. Quand ça arrive 2 fois, on peut se dire que c'est un dérapage. Quand ça fait 3 ans, il va falloir que chacun assume que c'est une stratégie électorale. Et dans cette stratégie électorale qui vise à essentialiser les Français, dans cette stratégie électorale qui vise à désigner les Français juifs en disant vous devez vous excuser, vous, Français juifs, de la situation géopolitique à 4000 km d'ici. Vous devez vous excuser de la situation humanitaire qui se passe à Gaza, oubliant évidemment à chaque fois le point de départ, qui sont les attentats terroristes 7 octobre. Évidemment, refusant même de qualifier d'attentat terroriste qui s'est passé et les qualifiant parfois de résistance. C'est une stratégie électorale. Et Rima Hassan en est le porte-drapeau. Jean-Luc Mélenchon, cette stratégie électorale de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon a fait d'elle le porte-étendard, le porte-drapeau de cette stratégie électorale de conflictualisation, de fracturation des Français et qui se fait sur le dos des Français juifs puisqu'ils ont à répondre en permanence de ce dont ils ne sont en rien responsables. Il n'y a pas un Français, donc il n'y a pas un Français juif qui est responsable d'une situation qui se passe à 4000 km d'ici. Encore une fois, moi j'ai un principe simple. Ici, c'est ici, là-bas, c'est là-bas. Et ici, on doit protéger tous les Français et on ne leur met pas des cibles dans le dos. Comment vous expliquez d'ailleurs que l'État d'Israël est le seul État au monde dont on demande la destruction alors que cela n'avait même pas été le cas pour l'Allemagne nazie? Mais comme ça n'est pas le cas aujourd'hui pour l'Afghanistan, ou pour d'autres pays aujourd'hui, mais alors que regardez la situation ou la Russie, ou d'autres pays, des femmes et des filles en Afghanistan, personne ne dit il faut détruire l'Afghanistan. Alors comment vous l'expliquez? Parce que ça s'appelle de l'antisémitisme. Ouais. Quoi d'autre? Comment l'expliquer autrement? Moi, je ne sais pas l'expliquer autrement. Toutes ces attaques contre Israël, c'est de l'antisémitisme? En fait, il faut distinguer 2 choses. Ouais. On a le droit de critiquer le gouvernement israélien. Bien entendu. Et d'ailleurs, les premiers à le faire, ce sont les Israéliens eux-mêmes. Et le gouvernement français a dit aussi clairement les choses sur des désaccords manifestes et nets qu'il avait avec le gouvernement de Benyamin Netanyahou. On peut être un opposant même au régime de Benyamin Netanyahou et le plus sévère, sans pour autant évidemment appeler à la destruction d'un État. Ce sont 2 choses de nature totalement différentes. Donc moi, j'aime Israël. Moi, je réaffirme évidemment la légitimité d'Israël, la légitimité aussi de sa sécurité, de son existence. Et dans le même mouvement, oui, j'ai des désaccords manifestes et le gouvernement a des désaccords manifestes avec le gouvernement israélien. Ce sont 2 choses de nature absolument différentes. 2 dernières questions pour conclure. D'abord, 80 ans après la Shoah, la France était à la hauteur du message du général de Gaulle, des résistants et des justes. Oui, la France est à la hauteur parce que Votre projet de loi, c'est ça? Après le 7 octobre, il y a des démocraties qui ont lâché, des démocraties qui ont tenu. Il y a des démocraties qui ont lâché, qui ont laissé faire, qui ont accompagné le mouvement, qui n'ont pas protégé leurs concitoyens, qui n'ont rien changé à leurs habitudes. Et à force de laisser faire, on voit bien ce que ça peut donner. Et puis il y a des démocraties qui ont tenu, ce que nous avons fait. Ce que j'ai fait avec les assises de lutte contre l'antisémitisme, ce qu'on a fait avec la loi sur l'enseignement supérieur, ce que je suis en train de faire au travers de mon projet de loi. Et la mobilisation générale qui est celle de l'État, non seulement pour protéger, mais aussi pour éduquer toujours plus et toujours mieux, pour pas qu'on ait la mémoire qui flanche, pour pas qu'on vacille, pour qu'on ait toujours des repères et des repères très clairs et républicains. Donc oui, mais, et c'est moi souvent l'expression que j'ai pris l'habitude de dire et d'employer, il faut qu'on accepte que le combat contre l'antisémitisme, c'est pas le combat des juifs, c'est le combat des justes. Et c'est le combat des justes. Justement, qui sont les collabos dans la France de 2027 et qui sont les justes dans la France de 2026? Ça, écoutez, c'est aux Français d'en décider. C'est aux Français d'en décider. Les justes et les collabos aujourd'hui.
Les justes, c'est les femmes et les hommes qui s'engagent. C'est eux, en fait, qui sont les justes de ce pays. C'est-à-dire toutes celles et ceux qui refusent le renoncement, toutes celles et ceux qui refusent l'indifférent, toutes celles et ceux qui se disent « ça n'est pas parce que je ne suis pas juif que je ne souffre pas avec celui qui souffre ». Ça, c'est un combat qui est juste, c'est le combat des justes. C'est le refus de l'indifférence, c'est le refus de la résignation, c'est le refus de la fatalité, c'est la fidélité à nos valeurs, les justes. Et puis, ceux qui sont, comme vous l'appelez, c'est ceux qui lâchent sur les principes ou qui mènent une stratégie électorale qui justement cherchent à avilir, à opposer, à fracturer, à ramener les Français éternellement à une part de leur origine, à une part de leur identité. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, il ne faut pas que dans quelques mois, on laisse comme seul choix aux Français un choix mortifère entre le Rassemblement national et la France insoumise. Et on a les moyens que ce ne soit pas le cas, mais ça suppose un chemin d'espérance et de faire un peu plus pour la République. Merci Aurore Berger d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.